Nous écoutons à présent Sébastien Pouderoux, sociétaire de la Comédie Française, qui nous lit un extrait de La Capitale des Ruines. Sébastien Pouderoux. Sébastien Pouderoux. Il ne serait pas bien séant qu'un magasinier, modeste et réservé, de réserve qui plus est, décrive les obstacles rencontrés ni les moyens, souvent ridicules, que le tempérament des natifs et celui des visiteurs élaborèrent afin de les surmonter en unissant leurs efforts. Il faut croire que ces obstacles n'étaient pas insurmontables puisqu'ils ont cessé depuis longtemps d'avoir la moindre importance. Quand je pense aujourd'hui aux problèmes récurrents durant cette période, qu'en toute modestie l'on pourrait qualifier d'héroïque, quand je pense en particulier à un problème si ardu et insoluble qu'il cessait à proprement parler d'être formulable, je soupçonne que les difficultés rencontrées étaient les difficultés inhérentes à cette constatation simple et inévitable, à laquelle il était pourtant si difficile de parvenir, à savoir que leur façon d'être nous n'était pas la nôtre et que notre façon d'être eux n'était pas la leur. Pour être équitable, il convient de dire que beaucoup d'entre nous n'étaient jamais allés à l'étranger auparavant. Les bombardements ont rayé Saint-Lô de la carte en une nuit. Des prisonniers de guerre allemands ainsi que des terrassiers occasionnels attirés par une ration alimentaire relativement abondante, mais vite découragés par les conditions de logement, continuent 2 ans après la libération à déblayer les décombres, littéralement à la main. Voilà qui excusera sans doute que nous doutions du bien fondé de l'opinion générale, selon laquelle 10 années suffiront pour la reconstruction complète de Saint-Lô. Mais peu importe le nombre d'années qu'il faudra endurer avant que la ville ne commence à ressembler au centre administratif et agricole, pimpant et prospère qu'elle était jadis, dans ses jardins, entre les routes de Vire et de Bayeux, l'hôpital continuera à fonctionner, à prodiguer ses soins. Le mot « provisoire » n'a plus aucun sens dans notre univers devenu provisoire. L'hôpital continuera à fonctionner bien longtemps après que les Irlandais seront repartis et que leurs noms auront été oubliés. Cependant, il me semble qu'on l'appellera l'hôpital irlandais jusqu'à la fin de son existence en tant qu'hôpital et que par la suite, lorsque les bâtiments auront été transformés en logements, on les nommera toujours les bâtiments irlandais. J'évoque cette éventualité en espérant qu'elle plaira à tout un chacun. Ce qu'ayant fait, je puis peut-être avancer une autre hypothèse, à plus longue échéance, mais qui aura sans doute une plus grande portée dans certaines sphères. Je veux dire l'éventualité que parmi ceux qui furent à Saint-Lô, quelques-uns reviennent au pays en se rendant compte qu'ils ont reçu au moins autant qu'ils ont donné, qu'ils ont reçu en réalité ce qu'ils n'étaient pas en mesure de donner, la vision, le sens immémorial d'une conception de l'humanité en ruine, et peut-être même auront-ils pu entrevoir les termes dans lesquels il convient de repenser notre condition humaine. Ces hommes-là, c'est de France qu'ils reviennent. Sébastien Pouderoux, sociétaire de la Comédie Française. À présent, je vous propose d'accueillir les élèves des chorales de 2 écoles primaires de Saint-Lô, l'école primaire Jules Ferry, l'école primaire Les Paliers, et ils nous interprètent l'hymne à la joie. Nous les accueillons dès à présent, si vous voulez bien. Élèves des chorales de Saint-Lô, école primaire Jules Ferry, école primaire Les Paliers. Bonjour et bienvenue sur France 3 Normandie, sur France TV. Merci de nous rejoindre pour ce direct qui consacrait à la cérémonie de Saint-Lô dans la Manche, cérémonie dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du débarquement et qui est un hommage aux victimes civiles de la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons vivre ensemble cette cérémonie avec Marc Potier qui est à mes côtés, historien, qui va nous faire profiter de ces connaissances historiques pour vous expliquer un petit peu dans quel contexte la ville de Saint-Lô a été une des villes martyrs de cette bataille de Normandie. Tout de suite, on écoute les enfants de la ville. L'hymne à la joie. Dans nos âmes, dans la tourmente,
Voilà pour l'hymne à la joie chanté par les enfants de Saint-Lô. Alors cette cérémonie, elle a lieu dans ce qui est aujourd'hui un polypic. Le polypic qui est en fait l'ancien haras national de Saint-Lô. C'est là qu'on faisait de l'élevage des chevaux, notamment pour les chevaux de guerre. Alors aujourd'hui, Marc, cet endroit ne fait plus d'élevage, puisque ça a été transféré au privé. Mais ça reste un pôle touristique important pour le département de la Manche et pour Saint-Lô. Oui, et puis un très très beau bâtiment emblématique de l'histoire de la ville, de ce grand passé équestre. Et l'hymne à la joie que l'on a entendu, c'est aussi depuis 1985 l'hymne européen. Paroles de Schiller, musique de Beethoven. On est là aussi avec des valeurs de réconciliation et de paix et des valeurs européennes qui sont transmises par ce chant majeur. Je vous demande 5 minutes de patience. Monsieur le Président de la République est en train d'arriver. Merci beaucoup. Alors la ville de Saint-Lô, on le disait, elle a été choisie parce que c'est un symbole des villes martyrs de la bataille de Normandie. On va rappeler ce qui s'est passé à Saint-Lô. Ça se passe en fait le jour du débarquement. Ça commence en fin d'après-midi et il y a cette soirée et cette nuit terrible où la ville va être bombardée. La ville va être quasiment détruite à plus de 90%, plus de 350 victimes civiles. La ville est en flammes, des destructions majeures qui sont celles liées donc au bombardement allié, puisque les Alliés veulent détruire les principaux axes de communication et de transport afin d'éviter que les troupes allemandes puissent aller vers la côte, vers la plage, pour finalement peut-être mettre fin au débarquement qui va avoir lieu, qui a lieu donc le matin du 6 juin. Et Saint-Lô est devenue la ville emblématique des destructions. Ce n'est pas la seule ville de Normandie qui soit détruite dès le 6 juin. Ce sont plus de 2200 bas normands qui vont mourir durant la journée du 6 juin. Caen, Lisieux, Argentan, Condé-sur-Noireau, Évrecy, Aulnay-sur-Odon. C'est une litanie finalement de villes qui vont être bombardées dans ces bombardements stratégiques ayant pour vocation, comme je le disais, de faire en sorte de bloquer les mouvements des troupes allemandes. Alors ce qui a été un peu la surprise des habitants de Saint-Lô qui s'attendaient à ces bombardements, puisque, alors il y avait eu des tracts qui avaient été lâchés, mais qui ne sont pas arrivés au bon endroit. C'est ça. Alors les Alliés ont essayé au maximum, parce que leur objectif c'était de détruire les infrastructures ferroviaires, les nœuds de communication, les nœuds routiers, afin d'éviter les déplacements de colonnes, notamment de blindés allemands. Donc on largue des tracts pour dire réfugiez-vous, partez des villes, quittez. Mais malheureusement, ces tracts largués sont largués par voie aérienne, ils se dispersent, il y a du vent, peu de personnes finalement ont pu les lire. Et puis parfois même quand on les lisait, on doutait, on ne savait pas comment faire. Et malheureusement, les villes comme Saint-Lô ont connu ces dramatiques destructions avec ces centaines de victimes civiles, ces milliers de victimes civiles. Les populations civiles de Saint-Lô, comme d'autres villes normandes, ont entendu qu'il se passait quelque chose à l'approche du 6 juin, parce qu'il y avait déjà des avions qui passaient dans le ciel. Donc ils s'attendaient, ils commençaient à se mettre à l'abri dans l'après-midi du 6 juin. Ils avaient trouvé refuge notamment dans un tunnel qui a été construit par les Allemands, et puis dans des caves de la ville. Il y a même la maternité qui avait été évacuée dans l'après-midi du 6 juin. Et en fait, arrive une escadrille de bombardiers vers 20h, à l'heure du dîner. Et là, la population est complètement surprise. Oui, à l'heure du dîner, le soir aussi, dans la nuit, par 2 vagues successives qui vont être celles qui vont détruire la ville. On sait, finalement, les bombardements, on en a dès 1940. Et donc, on est habitué, il y a ce qu'on appelle la défense passive. Les civils ont construit durant la guerre des abris personnels, des abris collectifs. Voilà, on s'habitue finalement, et d'autant plus fortement qu'à partir du printemps 1944, pour la préparation du débarquement, il y a énormément de bombardements qui ont lieu, des bombardements sur les bases arrières pour préparer le débarquement. Mais pour autant, c'est toujours la surprise, parce que on n'a pas le temps de fuir, c'est très compliqué, c'est la panique. Et puis avec des bombes incendiaires, c'est ça aussi qui va être un des éléments clés pour faire que la ville va brûler. C'est ça aussi un des éléments majeurs pour expliquer pourquoi autant de victimes en si peu de temps. Et les habitants s'attendaient peut-être à ce qu'on vise la gare, la gare SNCF, mais ne s'attendaient pas forcément à ce que la ville elle-même soit visée. Mais là, il s'agissait pour les Alliés, en fait, de couper la route, de détruire les points de passage, de tout couper simplement. La route, mais c'est extrêmement difficile de bien viser.
Ce qu'on appellerait aujourd'hui les dégâts collatéraux sont extrêmement importants, puisqu'on bombarde à hauteur en semi-altitude, et donc c'est très compliqué. Donc les bombes se dispersent et les bâtiments vont s'effondrer sur les civils, on va mourir enfermés, on va mourir brûlés vifs. C'est ça aussi ce drame extrêmement important. Alors les Alliés ont cherché au maximum à les éviter, et notamment Churchill avait comme consigne essayer de donner aux pilotes de la Royal Air Force, où là ce sont des troupes américaines, d'éviter au maximum de tuer, puisqu'il savait que ça pouvait y compris entraîner, après la libération, des difficultés relationnelles entre les libérateurs et les libérés. Mais ce seront en tout 20 000 victimes civiles durant les presque 100 jours de la bataille de Normandie, et principalement la première journée, celle du 6 juin, plus d'autres bombardements, notamment à Caen, début juillet 1944, mais aussi jusqu'à la fin de la bataille de Normandie, et y compris au mois de septembre, les bombardements du Havre, puisque la ville du 12 Havre septembre. voilà, va être quasiment là aussi intégralement détruite, avec plus de 2200 victimes civiles havrais et havraises. Le Havre, autre ville symbole de ces destructions pendant la Deuxième Guerre mondiale, autre ville symbole également de la reconstruction, avec le célèbre architecte Auguste Perret. Ce qu'on peut dire aussi, vous parliez des 20 000 victimes civiles en Normandie. Ces 20 000 victimes civiles, ça représente une part importante de toutes les victimes civiles de France pendant ce conflit. Un tiers. À peu près 60 000 victimes civiles en France durant la Seconde Guerre mondiale, et un tiers sont des victimes normandes. Ce qui renforce aussi la question du tribut, du prix que la Normandie a payé pour la libération de la France, puisque cette bataille, elle est décisive, elle est clé. La fin de la poche de Falaise, la fin de la bataille de Normandie, 21-22 août 1944, 3 jours après Paris est libéré, et ensuite c'est véritablement simplement la bataille de Colmar, la bataille en Alsace. Donc une très grande partie de la France va pouvoir être libérée grâce à la bataille de Normandie. Bien évidemment, le débarquement de Provence du 15 août 1944 va aussi contribuer à la libération de la partie sud, mais il faut avoir en termes stratégiques, en termes aussi de conséquences, que le sacrifice en quelque sorte de la Normandie avec ses victimes civiles, avec aussi ces dizaines et ces centaines de milliers de blessés, parce qu'on les oublie. Il y a les morts, mais il y a les blessés, les traumatisés. Les destructions aussi du patrimoine, plusieurs centaines de milliers de bâtiments, de maisons ne sont plus, d'où après les questions de la reconstruction. Voilà, que ce soit, comme vous l'évoquiez, avec Auguste Perret et Le Havre, mais la plupart de nos villes, de grandes villes en Normandie, sont des villes liées à la reconstruction, ce temps long de la reconstruction qui va durer plusieurs décennies, puisqu'il faut d'abord déblayer, il faut déminer, il faut après réfléchir à des plans d'urbanisation avec des architectes, avec le MRU, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, et une reconstruction qui va durer quasiment 2 décennies. On parle que vers 1962-1963, la reconstruction est quasiment terminée. Mais la question de vivre dans une précarité d'habitat, de logement, va être aussi un des sujets clés qui montrent que, certes, il y a le 6 juin, il y a ce temps majeur du débarquement, mais aussi le temps plus long de la bataille de Normandie, mais les conséquences finalement sur le temps long de la guerre sont très liées aussi aux conséquences et aux incidences des destructions. Et cette période de la Deuxième Guerre mondiale, avec ces destructions de villes, ont aussi largement modifié le visage de villes normandes qui ont des quartiers complètement reconstruits, qui ne ressemblent plus du tout à ce qu'elles étaient avant la guerre. Absolument. Voilà, nous étions dans des villes avec le grand passé, qu'il soit médiéval ou qu'il soit de l'époque moderne, et les destructions vont être une sorte aussi de reconfiguration de l'espace, de l'habitat, dans les formes, dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans une vision aussi très hygiéniste, une vision aussi où la voiture, où la question du déplacement était complètement repensée par finalement les conséquences de ces bombardements et de ces destructions. Alors que le président de la République devrait arriver à Saint-Lô, dans la cour du Haras national, pour présider cette cérémonie. Le président de la République qui était ce matin en Bretagne.
Oui, dans le Morbihan, à Plumelec, pour une cérémonie en hommage à la résistance intérieure, au maquis de Saint-Marcel, mais aussi aux Français libres, ceux qui avaient rejoint l'Angleterre et le général de Gaulle, et là plus particulièrement pour les parachutistes du Special Air Service, c'est-à-dire c'est à peu près 500 parachutistes français sous commandement britannique qui avaient été largués aussi bien dans les côtes du Nord à l'époque que dans le Morbihan pour, avec les résistants de l'intérieur, faire en sorte de retarder au maximum, de faire des opérations pour bloquer les déplacements des troupes allemandes en Bretagne qui auraient pu aller donc en Normandie pour lutter contre le débarquement et des troupes britanniques, américaines et canadiennes le 6 juin. Voilà, donc c'est un hommage large à tous ces résistants qui ont aidé les Alliés à mener à bien l'opération qui consistait à débarquer en Normandie, puis à livrer la bataille de Normandie. Alors on sent là dans la foule que le président doit arriver incessamment. Puis vous voyez, il fait beau en Normandie, aujourd'hui, très bel après-midi dans ce haras national. La mémoire des victimes civiles, c'est quelque chose qui ne faisait pas forcément partie des cérémonies mémorielles il y a encore 15 ou 20 ans. En fait, la première grande cérémonie, c'était il y a 10 ans exactement, 70e anniversaire du débarquement, avec le président Hollande qui tenait à ce qu'il y ait une partie des cérémonies qui soit consacrée justement à ces victimes civiles. Oui, on voit qu'il y a des sujets qui apparaissent finalement au fur et à mesure des décennies de commémoration du débarquement et de la bataille de Normandie. Pendant très longtemps, c'est le rôle du combattant, du libérateur, du soldat américain, britannique, canadien. On a eu depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et on s'en souvient très fortement dans la cérémonie de 2014, l'hommage aux hommes du commando Kiefer, notamment à Léon Gauthier, le dernier des commandos Kiefer décédé malheureusement l'an passé. Et c'est vrai que la question des victimes civiles n'était pas dans les sujets mis en avant. On l'a trop souvent, trop longtemps oublié, et c'est important maintenant de rappeler aussi, parce que on a, par les thématiques qui sont abordées dans ces journées de commémoration, des points d'histoire qui sont là pour être mis en exergue. La résistance, intérieure et extérieure, c'était ce matin. La contribution, finalement, aussi par les sacrifices consentis de la population française. Et puis, dans la journée, ce soir, ce sera aussi, avec la prison de Caen, la question d'une résistance et des sacrifices et des massacres de masse commis par les Allemands. Alors on attend le président. Cette cérémonie, elle a été ouverte au grand public. Alors évidemment, il fallait s'inscrire et il y avait à peu près 2000 personnes qui ont été conviées à assister à cette cérémonie à Saint-Lô, dans la Manche. Et puis ce qui est très important, et on le voit bien, c'est la présence aussi des jeunes, des scolaires. Parce que c'est un vrai travail d'éducation, de transmission, de valeurs qui sont celles associées à ces événements d'histoire. On les voit avec leurs casquettes orange, assis en bonne place, juste sous le pupitre, presque sous le pupitre. Donc c'est un parcours pour le président qui va durer 3 jours en Normandie, puisque ce matin il était en Bretagne, il arrive en Normandie cet après-midi. Évidemment, demain c'est le 6 juin, le D-Day, donc il y aura 3 grandes cérémonies auxquelles participera Emmanuel Macron, à savoir la cérémonie franco-britannique le matin, suivie d'une autre cérémonie au cimetière américain, donc cérémonie franco-américaine, et puis l'après-midi, ce sera ce qu'on appelle la grande cérémonie internationale avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Oui, il y a ce qu'on appelle donc des cérémonies binationales, donc avec les Britanniques, avec les Américains, dans des cimetières à Vers-sur-Mer, à Colville pour les Américains, au-dessus de la plage d'Omaha Beach, et puis après la grande cérémonie internationale pour rappeler que, en effet, il n'y a pas eu que simplement les Américains et les Britanniques, mais les Canadiens, les
Polonais, les Belges. Enfin, c'est une coalition internationale qui contribue au débarquement et à la bataille de Normandie. C'est ça aussi qui est extrêmement important. Et en quoi cet événement est un événement monde? En quoi il a contribué à la victoire contre le nazisme, contre la barbarie, contre le totalitarisme? Il a contribué à faire en sorte que nous soyons aujourd'hui dans une Europe libre, sans pour autant, là aussi, avoir à l'esprit, c'est très important, d'oublier ce qui s'est passé sur le front Est, parce que c'est l'ouverture d'un second front qui se fait sur le front Ouest, ici en Normandie, mais que la Seconde Guerre mondiale est aussi gagnée parce que le sacrifice des 25 à 27 millions de Soviétiques a contribué à vaincre l'hydre nazi. Alors cette année, particularité évidemment, il n'y aura pas de représentant russe à cette grande cérémonie internationale. Donc c'est le régime actuel qui est en place en Russie qui n'est pas invité, ce qui ne veut pas dire qu'on occulte le rôle à l'époque de ce qu'on appelait l'Union soviétique, effectivement dans cette victoire sur l'Allemagne nazie. Absolument, et c'est bien ce qui est rappelé dans la construction de la mission de la libération, dans les discours qui sont là, le rôle très important de ce qui s'est passé sur le front Est, que ce soit à Stalingrad, que ce soit lors de la bataille de Koursk, et que dans la stratégie des Alliés, il y avait cette idée de prendre entre deux fronts le Troisième Reich pour au plus tôt réussir la victoire qui sera celle de 1945. Alors on voit les jeunes qui agitent leur petit drapeau tricolore, ce qui veut dire que le président ne devrait pas tarder. Vendredi, ce sera à nouveau des cérémonies présidentielles avec une cérémonie le matin à Bayeux, donc ville du Calvados, qui a été libérée très vite, le 7 juin, quasiment sans combattre. D'ailleurs, c'est une des villes qui est restée intacte en Normandie. Donc, ce sera une cérémonie qui sera un hommage en fait au rétablissement des instances républicaines par le général de Gaulle. Vous savez qu'il a fait un discours très important le 14 juin à Bayeux, puisqu'il a débarqué ce jour-là. Accompagné évidemment par les armées alliées, et c'est à Bayeux qu'il a traversé la ville à pied avec la foule qui l'acclamait et qu'il a fait un discours très important et qu'il a surtout mis en place des représentations de la République. Il a permis le retour de la République via ce qu'on appelait le gouvernement provisoire de la République française, faire en sorte que la France fasse partie du camp des vainqueurs. Le général de Gaulle était très vexé, et c'est un euphémisme quand je m'exprime ainsi, de ne pas avoir été mis au courant, de ne pas avoir été informé du débarquement de la bataille de Normandie. Et les Alliés, pendant un moment, surtout les Américains, souhaitaient avoir un gouvernement qui soit mis à la place du gouvernement de la République française, ou du moins dans la continuité de la République française. Il y avait même eu des billets qui avaient été fabriqués par les Américains pour finalement remplacer le franc. Et donc l'acte du général de Gaulle, du premier des résistants, c'est montrer le soutien, l'adhésion du peuple de France. Et en effet, à Bayeux, au milieu de la foule, il va être là pour rétablir la légitimité républicaine et contribuer finalement à ce que la France soit totalement associée à cette victoire. Et c'est aussi dans cette continuité quand on a ce matin la participation majeure de la résistance intérieure, de la résistance extérieure, pour montrer que c'est la France et le peuple de France qui a contribué aussi au rétablissement de notre liberté. Et voici qu'arrive Emmanuel Macron qui salue la maire de Saint-Lô. Absolument, Madame la maire de Saint-Lô. Et il est accompagné de Brigitte Macron. Alors le président qui doit faire un discours, ici, un discours officiel à Saint-Lô. Une marinière est offerte au président de la République, marinière des établissements Saint-James. Effectivement, c'est une marque qu'on connaît bien en Normandie. C'est un symbole de la Manche, la marinière.
Monsieur le Président, mais le currier sans doute. Alors les personnalités, les Monsieur élus, Gosselin. les élus normands, Philippe Gosselin. Oui, sénateur donc, de la Manche. Mais oui, bah, quand même. C'était un peu dommage. Stéphane Travers. Oui, ancien ministre de l'Agriculture et député aussi de la Manche. On se reverra vendredi, probablement à Cherbourg. Exactement. Voilà. C'est vrai de nous accueillir, Monsieur le Président. Merci d'être là. On est très heureux d'être avec vous. Monsieur Bas, Philippe Bas, sénateur. Ce beau département sénateur que vous connaissez de bien, la cette Manche. ville, que j'aime raconter. Merci beaucoup. Heureux de vous retrouver. On dirait qu'il y a un petit peu de vent à Saint-Lô cet après-midi. Donc Emmanuel Macron qui continue à saluer les élus locaux ainsi que une députée européenne Madame Stéphanie Yoncourtin. voilà, qui était maire de Saint-Comté dans l'agglomération de Caen. Je le sais. Oh, je le sais. Merci à toi. Comment ça va? Monsieur le Président, merci Tout va bien d'avoir choisi Saint-Lô, Cherbourg. Oui, mais je vous l'avais dit il y a un an. Et moi aussi, c'est tout touchant pour moi d'être là. Monsieur le président du département de la Manche, monsieur Jean Morin. Voilà. C'est la cloche de la liberté, comme le cul de la liberté belle aux USA. Donc qui annonce et proclame la liberté partout en Manche et en France. La cloche de la liberté offerte au président Macron. Alors, il faut dire, Marc, que la Manche, le département de la Manche, est un département où on sait fabriquer des cloches. Puisqu'on a des fonderies à Villedieu-les-Poêles Absolument. qui ont fourni les cloches de Notre-Dame à Paris. Et les cloches de la liberté, en effet, qui sont rappelées par ce geste symbolique. Et ça reste très présent. Président, vous allez bien? Oui, merci d'être venu, merci d'être présent. C'est important pour nous, les Manchois, c'est le président de la République, parce que c'est l'honneur d'être présent pour cette commode aussi. 2 fois. Mercredi et vendredi. Et Voilà, et vous l'entendez peut-être, le président fait référence à une autre cérémonie qui aura lieu vendredi dans la Manche. On en a parlé de celle de Bayeux le matin, mais l'après-midi, en début d'après-midi, il sera dans le Cotentin, à Cherbourg. Et là, ce sera pour évoquer le rôle important qu'a joué le port de Cherbourg dans les opérations de débarquement. Alors là, quand je dis débarquement, je ne parle pas du jour du 6 juin précisément, mais de tout ce débarquement qui a duré plusieurs semaines et qui a amené tous les troupes alliées et le matériel allié sur le sol normand. Le rôle clé et indispensable de la logistique, qui était un des points essentiels, puisque ce sont à peu près 1 400 000 à 1 500 000 hommes qui vont se battre au cœur de la bataille. Et donc il faut les nourrir, il faut de l'armement, il faut du matériel. Et donc il fallait un port en eau profonde, et ce sera le port de Cherbourg. La logistique est la logistique principalement américaine, et avec aussi tous les liens historiques existants entre Cherbourg Monsieur le Président et les États-Unis, avec les grandes compagnies transatlantiques. Et d'ailleurs, à Cherbourg, la cérémonie, ce sera à la Cité de la Mer, qui a été aussi la gare transatlantique. C'est de là que sont partis de nombreux bateaux pour les États-Unis. Je me demande s'il est efficace ce micro là. Le président et son épouse qui saluent les invités.
Alors il faut préciser, Marc, aussi que ces visites présidentielles en Normandie, donc qui vont durer 3 jours, font partie d'un cycle mémoriel encore plus large qui court à la fois sur l'année 2024 et 2025, puisqu'on fête les 80 ans de 1944 et 1945, des années charnières dans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à la libération. Le président était au Vercors pour rappeler la contribution importante durant la Seconde Guerre mondiale de la résistance intérieure, était à Isieux, à la maison des enfants cachés d'Isieux, pour montrer aussi l'importance de malheureusement la Shoah, des massacres, mais aussi de celles et ceux qui se sont engagés pour les sauver, qui ont été justes, comme on le dit, dans leur comportement, y compris reconnus par Yad Vashem. Et puis, il y a eu la grande cérémonie de panthéonisation de Manoukian, de ce groupe extrêmement important. Et le cycle mémoriel va durer jusqu'à la libération de Paris, donc jusqu'à la victoire de mai 1945. Si la mémoire de la dette envers les combattants de la libération n'a jamais failli, les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en témoignent, la mémoire des victimes civiles de la guerre, elle, est jusqu'à présent restée discrète et plutôt silencieuse. La ville de Saint-Lô, à l'instar de tant d'autres villes, s'est reconstruite dans la détermination et dans un élan d'humanité jamais démenti. C'est cet élan que nous célébrons aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un extrait du journal d'un Saint-Lois pendant la bataille de Normandie, un texte de Jean de Saint-Georges. Alors Jean de Saint-Georges, homme politique et écrivain très attaché au département de la Manche, il a été sous-préfet d'Avranches, maire d'Ocqueville-sur-Sienne, et il nous livre ici un témoignage poignant au lendemain des bombardements de la ville de Saint-Lô, et c'est Sébastien Poudreau, sociétaire de la Comédie Française, qui nous offre cette lecture. Au petit matin, dans une lumière blafarde d'abord, puis plus violente, s'est découvert le squelette calciné de ce qui fut notre ville. Le feu courait au long des rues, rampant d'une maison à l'autre, dans un immense crépitement. Et sur ce tragique réveil se tordait vers l'est un gigantesque panache de fumée, aux volutes infinis, desquelles s'échappaient pour retomber parfois à des kilomètres des feuilles de papier à demi brûlées, sur lesquelles on lisait encore des textes administratifs dérisoires. Je viens de descendre vers le cœur pantelant de Saint-Lô. De la Roquette, c'est déjà un spectacle terrifiant. Depuis la préfecture jusqu'au bout de l'enclos, vers les Beauregards, ce ne sont que maisons écroulées, fumées d'incendie. Le parc du préfet ressemble à une mer figée, en pleine tempête, labourée d'entonnoirs. Je traverse le haut de la place du Champ de Mars, encombré de débris, et j'arrive à la rue du Mouton, où d'une maison éventrée surgit une très vieille femme chargée d'un immense cadre représentant un cheval de course. L'église Sainte-Croix est debout, mais plusieurs entonnoirs criblent la place. Un vicaire, l'air égaré, sort du presbytère. J'entre dans l'église par la porte défoncée de la sacristie et je trouve le chanoine voisin en oraison parmi les débris. Il est d'un calme imperturbable et me dit « J'avais un service pour aujourd'hui 10 heures, mais je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. » En descendant le Neubourg, je rencontre le directeur de la Banque de France, tête nue, poussiéreux, la figure criblée d'ecchymose et l'air plein d'angoisse. J'arrive à la gendarmerie qui n'est plus qu'un amas de ruines et sur ces ruines, le commandant, une pioche à la main, essaie de dégager un garçon de 16 ans pris sous des enchevêtrements de poutres. Il est seul avec un vieux gendarme dont la fille est morte. On aperçoit seulement les pieds glacés de la pauvre enfant émergeant des gravats. Il y a des cadavres un peu partout dans ces ruines. Je reste un moment avec les sauveteurs et soudain, près d'un pan de mur, j'entends de faibles cris « Au secours, au secours !» Cela semble venir de très loin. Je ne connais rien de plus atroce que ce cri, étouffé, muré comme dans une cave, alors que 20 mètres de déblais rendent toute intervention inutile. Toute la ville est bouleversée, depuis le collège jusqu'à la gare. Des incendies ont allumé dans tous les quartiers leurs sinistres torches. Les immeubles s'écroulent avec un bruit d'avalanche. Quelques sauveteurs essaient de dégager les vivants, mais il faudrait des centaines de volontaires au lieu de cette poignée d'hommes.
Sébastien Pouderoux, sociétaire de la Comédie Française. C'est un très grand plaisir d'accueillir à présent les élèves des chorales des écoles primaires Jules Ferry et les paliers de Saint-Lô. Ils interprètent spécialement pour vous aujourd'hui Douce France de Charles Trenet. Et vous allez l'entendre, c'est une version un peu revisitée. Nous accueillons les écoles primaires de Saint-Lô, Jules Ferry et les paliers. Douce France, la chanson de Charles Trenet, qui a été écrite par Charles Trenet en 1943, en pleine période d'occupation. Avec les paroles que l'on va entendre, qui sont là pour finalement nous rappeler, nous faire replonger dans cette époque, entre guillemets, bénie de l'avant-guerre, une époque de paix, une époque d'une France non occupée. Élèves des chorales des écoles primaires Jules Ferry et les paliers de Saint-Lô. Bravo à vous. La version revisitée de Douce France, chanson qui a été reprise de nombreuses fois, notamment par
par Guy Marchand en 2012 et en 2011, c'est Carla Bruni qui l'avait repris cette chanson en version italienne. Oui, Juliette Gréco aussi, un peu plus tôt. Très belle version que celle interprétée par ses enfants. Oui, et on se souvient aussi d'une version en 1986, c'était Rachita et son groupe Carte de séjour. Voilà, une version qui avait aussi un petit peu marqué les esprits. Mais évidemment, celui qui l'a écrit, c'est Charles Trenet, c'était en 1943. Le fou chantant, comme on le surnommait. Le maire de Saint-Lô, Emmanuel Lejeune, à prendre la parole. Madame le maire. Emmanuel Lejeune qui a été élu maire en 2020 à Saint-Lô. Oui, lors des dernières élections municipales, absolument. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs témoins, familles de descendants de victimes civiles, Mesdames, Messieurs, 6 juin 1944, un bombardement comme un abyssal paradoxe, le fracas assourdissant des bombes, de la désolation, de la mort, pour que puisse renaître l'espoir et la liberté. Voici 80 ans, désormais que Saint-Lô, ville martyre, ville amputée, reconstruit l'avenir sur ce passé mutilé, danse sur le bord des abîmes pour se réinventer. Humanité des ruines, selon l'expression si juste de Samuel Beckett, prix Nobel de littérature et intendant général de l'hôpital irlandais qui vint en aide en 1946 à la population saint-loise. Rendre hommage à cette humanité des ruines, c'est d'abord, inlassablement, rappeler l'ampleur du chaos engendré par la Seconde Guerre mondiale, tel qu'il est inscrit au mémorial de Falaise, à quelques encablures d'ici. 45 millions de civils morts et 30 millions de civils déplacés ou réfugiés, inscrivant ce conflit comme étant le premier dans l'histoire à faire davantage de victimes civiles que de militaires morts au combat. Rendre hommage à cette humanité des ruines, c'est, face au vertige aveuglant des pertes innombrables, porter le regard sur le tragique destin de chacun de ces 75 millions d'êtres humains. C'est, en tant que maire de Saint-Lô, porter la voix de cette famille-ci, décimée dans une cave rue Torteron, de ce résistant-là, fusillé à Beaucoudray, de ce prisonnier enseveli dans la prison tombeau, ou de cette femme encore disparue dans les rues de l'enclos. Comment, en effet, en fleurissant chaque année le carré des victimes civiles de nos cimetières, ne pas avoir le cœur serré en lisant les inscriptions gravées dans la pierre, l'impressionnante mention de jeunes enfants aux côtés de leurs parents ou l'anonymat douloureux de certaines victimes non identifiées. Rendre hommage à cette humanité des ruines, c'est répondre à l'attente légitime et forte de tous ces descendants de victimes civiles, de tous ces survivants qui ont grandi à Saint-Lô, comme ailleurs, le passé claudiquant, mais le cœur résilient. De ces ruines ont en effet jailli une volonté farouche de retour à la vie, qui a permis de reconstruire la ville sur la ville. Cette renaissance n'est d'ailleurs pas l'apanage de Saint-Lô. D'autres villes l'ont éprouvée, en Normandie et en France. Rendre hommage à cette humanité des ruines, c'est enfin avoir à l'esprit que 80 ans, c'est bientôt le temps achevé d'une vie, de toutes ces vies de témoins qui, petit à petit, s'éteignent.
ces vies qui savent, pour emporter les stigmates au plus profond de leur chair, que la liberté peut se perdre, qu'elle ne va pas de soi, que de nouveaux périls rôdent et s'amplifient. Soyez sûrs, vous qui avez vécu la tragédie de l'histoire, que les jeunes générations sont respectueuses des terribles épreuves que vous avez subies, reconnaissantes pour le sacrifice qui vous a été infligé, qu'elles sauront en tirer les leçons et garder ardente votre mémoire. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire, Monsieur le Président. Et vous avez su, lors de votre discours pour les 1000 ans du Mont-Saint-Michel, nous rappeler cette grandeur qui doit résonner en chacun de nous et nous servir de cap. Que ce temps d'hommage que nous partageons aujourd'hui, toutes générations confondues, nous permette de porter plus loin le flambeau de la transmission des valeurs qui font Saint-Lô, qui font la France en Europe et dans le monde. Je vous remercie pour votre présence. Madame le maire de Saint-Lô, Emmanuelle Lejeune. Nous accueillons à présent Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur le Président. Deux enfants sont montés sur la branche d'un arbre et scrutent devant eux une rue aux maisons effondrées. Cette photographie, beaucoup à Saint-Lô la connaissent. Elle date de l'été 1944 et vient en écho à d'autres images qui disent le destin singulier de la ville de Saint-Lô. Image de ce 6 juin 1944, où la rumeur du débarquement remontant de la côte vient nourrir l'attente et l'espoir dans toute la Normandie. Rumeur devenue certitude pour les habitants quand ils aperçoivent les premiers parachutistes américains prisonniers conduits à la commandanture de la ville. Alors ce 6 juin ne présage rien d'autre que la libération longtemps attendue. Le soir tombe sur la ville, encore à l'heure allemande. Jacqueline Le Caplin, âgée de 15 ans, évoque ce dîner du 6 juin. Un dîner comme les autres, soudain interrompu par le grondement des avions, le balancement du parquet sous les secousses, les silhouettes vagues de ses parents dans un nuage de poussière, la ruée vers le jardin, et cette vision d'une femme vêtue de noir qui apparaît en hurlant, le visage ruisselant de sang. Les mêmes images, ou presque, dans les yeux d'un autre témoin, Jean Roger. Le bruit fantastique de la première bombe, les carreaux brisés, la cave de l'immeuble dans laquelle se réfugie la famille, rue du Château, les nouveaux arrivants, pâles de poussière, l'attente, la crainte de sortir trop tôt, et à nouveau les bombes, le souffle chaud, les corps soulevés sur les cajots, la lumière coupée et les déflagrations qui s'espacent. Et puis, la fuite vers le tunnel, sous la place des Beauregards, et la course dans la ville dévastée, partout du feu, des ruines, de la poussière, des cris, des appels au secours, des fils électriques, des montagnes de gravats. Mémoire confuse et inoubliable de cette nuit du 6 au 7 juin. Car après la première salve de 20 heures, les avions passèrent toute la nuit au-dessus de Saint-Lô. Le cœur médiéval de la ville, au sommet du rocher, est en flammes.
Le palais de justice, la préfecture, l'hôtel de ville ne sont plus que ce maître de débris fumants que les habitants contemplent au moment de se ruer vers les abris ou les chemins creux de la campagne. C'est, disent encore les survivants, une ville comme un bûcher, une grande brûlerie, selon le mot du poète Louis Beuve. Au matin, Saint-Lô pleure ses quelques 350 morts. La prison s'est effondrée sur ses 150 occupants, dont de nombreux résistants. Ces bombes qui tombèrent ce soir-là étaient celles des Alliés. Les avions américains et britanniques avaient visé Saint-Lô, centre routier dans le cadre du grand plan de neutralisation des voies de communication, et ce pour empêcher les renforts allemands de venir repousser le débarquement. Et la ville, avec sa gare, sa garnison d'1 millier de soldats ennemis à la caserne Bellevue, était une cible nécessaire. Comme l'étaient les villes de la côte, le long des dunes, touchées avant Saint-Lô, comme celles qui furent elles aussi frappées cette nuit-là. Coutances, Flers, Lisieux, Caen, Vire, Condé-sur-Noireau, Pont-l'Évêque, Saint-Lô. Cible nécessaire, dont les Alliés avaient pensé avoir averti les habitants en larguant avant les bombes les tracts les enjoignant à partir, tracts hélas dispersés loin de la ville dans les vents mauvais de cette nuit de juin. Saint-Lô, ville martyre sacrifiée pour libérer la France. Saint-Lô et son tunnel creusé par les Allemands, dans lequel tant d'habitants se réfugièrent, comme Auguste Lefrançois, un pharmacien qui raconte les mines prostrées des occupants. Saint-Lô, encore frappé les jours suivants quand les bombes tombent dans des rues vides. Les 10 000 habitants de la cité s'étant jetés sur les routes de l'Exode. Saint-Lô, ville de rues mêlées aux éboulis, de bâtiments à terre. Saint-Lô, année 0. Saint-Lô, capitale des ruines, écrira un infirmier irlandais du nom de Samuel Beckett, venu sur place l'année suivante, hanté à jamais par ce cauchemar d'une humanité perdue en attendant le chaos. Revient alors l'image de ces 2 enfants devant la rue effondrée. Ces 2 enfants, Max et Jean Robin, sont photographiés rue des Noyers au mois d'août. De retour à Saint-Lô, passant devant leur maison, rue Porte-au-Four, dont il ne reste rien, cherchant les traces de leur père, Raymond Robin. Ces 2 enfants apprirent quelques jours plus tard que ce dernier avait été arrêté par les Allemands et fusillé, comme d'autres résistants, dans la ferme de Beaucoudray. Saint-Lô, capitale de la douleur, capitale d'une Normandie du sacrifice, avec toutes ces autres villes frappées par les bombardements, les combats contre les nazis. L'été 1944 fut celui des 13 000 civils morts, disparus au cours de cette bataille où le sort du monde se jouait. Mémoire saisie par Patrick Modiano, dont l'enfance eut pour décor ces haras où nous nous trouvons, et dont les phrases, les images intimes furent hantées par ces spectres. Les continents opaques, cette mémoire grise. Mémoire grise des tombes anonymes du cimetière de Saint-Lô, juste à côté d'ici, où les victimes méconnaissables furent parfois enterrées sans leur nom. Mémoire inconfortable, parce que ces morts des bombardements furent les victimes de notre combat pour la liberté et la patrie. Oui,
8 décennies plus tard, la nation doit reconnaître avec clarté et force les victimes civiles des bombardements alliés en Normandie et partout sur notre sol. Nous devons porter cette mémoire en pleine lumière, regarder notre histoire comme ces 2 orphelins, regarder leur ville détruite avec tristesse et lucidité. Alors d'autres images viennent à l'esprit quand la mémoire de cet été 1944 revient. Ce cercueil sanglé du drapeau étoilé, amené au milieu des ruines de l'église Sainte-Croix le 18 juillet, pour respecter la dernière volonté d'un héros, Thomas D. Howe, commandant du 3e bataillon américain, fauché par un éclat de mortier la veille, lui qui s'était juré d'entrer le premier dans la ville libre. Alors reviennent ces images de ces frères d'armes, ces soldats américains menant les combats dans le bocage au cours de ce qu'on appela la guerre des haies et qui dura tout le mois de juillet. Soldats alliés avançant contre l'ennemi au rythme lent des assauts et des retraites, libérant la région champ après champ, rangée de pommiers après rangée de pommiers. Ces baraquements américains pour reloger une ville devenue vagabonde, tentes et lits des sauveurs, de la Croix-Rouge irlandaise, qui permirent de prendre en charge la masse des blessés à Saint-Lô, alliés et Français ensemble, prenant tous les risques pour secourir d'autres Français. Les traces de cette dette de sang, ce pacte indissoluble d'amitié et de liberté avec nos alliés américains, ce jumelage de Saint-Lô avec la ville de Roanoke en Virginie, dont la plupart des libérateurs étaient originaires, dont américains pour bâtir le centre hospitalier mémorial France-États-Unis, qui plaça après la guerre Saint-Lô à la pointe du progrès, où ces fleurs posées par des gardiens de mémoire sur les tombes de soldats américains morts ici. Non. Jamais, jamais à Saint-Lô, le chagrin ne s'est mêlé à la haine. Au contraire. La mémoire des habitants a toujours tenu ensemble le deuil et la reconnaissance, la cendre des morts et la fleur de la liberté. Saint-Lô, ville qui reçut la croix de guerre et la Légion d'honneur pour ses épreuves et son courage, s'est relevée et s'est reconstruite. 4 ans durant, les habitants ont vécu dans les gravats qu'évacuaient les premiers déblaiements. Mais la cité, presque entièrement détruite, fut rebâtie selon les plans des meilleurs architectes, André Hilt, puis Marcel Mercier, avec des rues plus larges, des équipements plus salubres, effort gigantesque de la nation pour se relever et ajouter l'empreinte du progrès sur les vestiges du jour, sans rien occulter, mais avec l'ambition de conquérir l'avenir. Ainsi de l'église Notre-Dame, dont la façade ne fut pas ressuscitée, mais reconstruite en schiste vert, couleur de l'espérance. Ainsi de l'église Sainte-Croix qui accueillit le corps du major Thomas D. Howe et dont le clocher du XXe siècle a remplacé l'édifice roman, balayé par un obus allemand. Et aujourd'hui, pour qui la découvre, toute la ville se présente ainsi, palimpseste de douleur et des progrès conquis. Alors aujourd'hui, l'image des 2 orphelins de la rue des Noyers nous frappe encore. Ils sont les enfants d'une génération qui dut affronter la barbarie nazie, connu les horreurs de la guerre, puis le temps de la reconstruction.
2 enfants de Saint-Lô, orphelins dans le siècle. La mémoire et l'espoir, la douleur et la grandeur. Saint-Lô pour la nation, c'est tout cela. Et nous n'oublions pas. Vive la République, vive la France. Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, je vous invite à présent à chanter la Marseillaise. Nous retrouvons les élèves des chorales des 2 écoles primaires, école primaire Jules Ferry, école primaire Les Paliers de Saint-Lô. Ils sont accompagnés par les chanteurs du chœur de l'armée française. Le président de la République qui a rappelé cette photo avec un enfant qui s'appelait Max Robin, et pour le 70e anniversaire du débarquement, eh bien, il a été identifié et il est revenu à Saint-Lô. C'est une histoire assez étonnante, ça, Marc. Une histoire en effet du jeune Max Robin, âgé alors de 13 ans, avec son frère se tenant bras dessus, bras dessous, le petit Jean âgé de 9 ans, surplombant la rue des Noyers avec cette vision des ruines, de ce champ de ruines qu'était Saint-Lô. Une photographie qui avait été d'ailleurs demandée par les soldats américains. Donc symbolique. C'est aussi ça qui est très intéressant, c'est les symboles associés finalement à une image. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes juger ces féroces soldats. Les élèves des écoles primaires Jules Ferry, Les Paliers, accompagnés des chanteurs du chœur de l'armée française. Je vous invite à présent, pour clore cette cérémonie, à suivre un envol de pigeons voyageurs. Plus de 250 pigeons vont prendre leur envol sur votre gauche. Je vous invite donc à tourner votre regard. Alors sur votre gauche lorsque vous êtes assis, et sur votre droite lorsque vous êtes sur la scène. Et j'en profite pour saluer et remercier Nathalie Jean-Pierre de l'amicale Colombophile Rugloise dans l'Eure pour cet envol. Nathalie, c'est à vous. Alors les pigeons voyageurs, Marc, il faut préciser que ça fait référence évidemment à des opérations militaires, puisque les pigeons ont été utilisés par l'armée alliée pour avoir des informations qui remontaient de la Normandie jusqu'en Angleterre. Alors les pigeons voyageurs, ça retrouve son point de départ, donc ils ont été parachutés en fait en Normandie. Absolument. Pour pouvoir renvoyer des messages que la résistance écrivait et accrochait aux pattes des pigeons pour qu'ils puissent, retournant donc en Angleterre, donner de l'information, des renseignements sur la localisation des troupes, sur le mur de l'Atlantique, toutes ces opérations donc de renseignements indispensables pour la réussite du 6 juin. Il y a eu un appel qui avait été fait par l'armée britannique aux colombophiles du pays. 200 000 pigeons ont été utilisés par l'armée britannique et à peu près 50 000 par l'armée américaine. Et il était interdit durant l'occupation d'avoir des pigeons. C'est-à-dire que l'on pouvait être arrêté, exécuté et fusillé si en France nous détenions des pigeons voyageurs. Voilà, donc c'est pour ça que lors de cette cérémonie, elle se termine par un lâcher de pigeons voyageurs. Alors ça paraît effectivement un moyen de communication d'un autre temps, ces pigeons voyageurs,
Mais il faut savoir qu'en France, il y a encore une unité où l'on élève des pigeons voyageurs, unité militaire, hein, qui ne sont évidemment pas opérationnels à part pour des concours ou des démonstrations, mais qui sont quand même toujours en service au cas, par exemple, où on n'aurait plus aucune communication, plus d'électricité, plus de moyens modernes de communication. Les pigeons pourraient toujours avoir un rôle de transmission d'informations dans un contexte compliqué. Oui, il y a toujours une unité colombophile dans l'armée française. Il y a à peu près 150 pigeons, parce que si les systèmes ne fonctionnent plus, s'il y a des brouillages des moyens de transmission modernes, il faut revenir avec des éléments permettant de communiquer, de transmettre. Et les pigeons voyageurs, donc animal utilisé finalement depuis la guerre de 70 et très fortement durant la Première Guerre mondiale, et y compris durant la Seconde Guerre mondiale, sont encore donc dans des unités opérationnelles de l'armée française. Voilà, la cérémonie à Saint-Lô se termine. On voit le président et son épouse qui sont prises en photo par toute cette jeunesse qui est venue assister à cette cérémonie. Alors pour le président, la suite de cette fin de journée, c'est une cérémonie à Caen, préfecture du Calvados. Donc cérémonie en hommage à ceux qu'on a appelés les fusillés de la prison de Caen, en fait, un groupe de résistants qui a été exécuté par les Allemands le jour même du débarquement. Le matin même du débarquement et dans l'après-midi du 6 juin, en 2 temps, les Allemands vont sortir de leurs cellules plus de 70 prisonniers, la plupart des résistants, de mouvements divers, du réseau Alliance, de l'organisation civile et militaire, de ce qu'on appelait aussi le Front National à l'époque, qui était un mouvement d'obédience communiste avec beaucoup de cheminots de la gare de Caen qui donc avaient été arrêtés dans des opérations extrêmement importantes de la Gestapo et de la milice, donc des affidés au Troisième Reich au mois de mars et avril 1944, et ils seront assassinés, exécutés. Et l'autre élément très important que nous évoquions tout à l'heure, nous ne savons pas encore aujourd'hui, 80 ans après, 8 décennies après, où sont les corps de ces fusillés de la prison de Caen. Je tiens à dire qu'il y a eu un très beau documentaire qui a été réalisé très récemment, de Dominique Hatt sur les fusillés de la prison de Caen, soutenu d'ailleurs par France 3, qui permet de mieux comprendre ce qu'a été cet événement majeur, d'une histoire trop longtemps, là aussi, oubliée, et qui rappelle bien les contributions et les sacrifices divers des Français, et du rôle clé de la résistance intérieure, extérieure, des civils assassinés, massacrés, malheureusement par les bombardements, pour permettre la libération. Alors, le documentaire auquel vous faites référence, Marc, sur les fusillés de la prison de Caen, sera diffusé sur France 3 Normandie demain soir à 23h et sera suivi d'une émission spéciale. Et donc le président de la République va présider cette cérémonie en hommage aux fusillés de la prison de Caen. Ce sera tout à l'heure à 19h30. Une gerbe sera déposée devant la plaque commémorative dans l'ancienne prison. Évidemment, nous en parlerons dans nos éditions d'information sur France 3 Normandie, sur France TV et aussi sur nos réseaux sociaux. Et puis, on se retrouvera évidemment demain, le D-Day, sur tous nos supports sur la télévision et sur Internet pour suivre la suite de ces commémorations du 80e anniversaire. Merci Marc de nous avoir accompagnés cet après-midi. À très bientôt sur France TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à vous. C'est vrai? Quoi? Ça va mieux? Vous avez pas pris de petit déjeuner? Merci. Vous avez très bien fait. Les enfants, vous avez chanté 2 registres totalement différents. Ce France revisité et la Marseillaise. Non, vous avez été parfait. Vous pouvez être fiers. Et le CAF a validé. Tiens, regardez, venez.
Comment ça va? Oui. Est-ce que dans le décret, vous pourrez dire de ma part qu'il continue et qu'il abandonne pas? Je dirais. Tu es ukrainien? Non.